Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition du Débat Santélogue, une émission pour dialoguer, pour échanger ou débattre d'une actualité ou d'un thème de santé. Nous nous intéressons aujourd'hui à un sujet qui laisse les professionnels de santé, médecins et infirmières notamment, assez désorientés. Il s'agit de comment réagir face à une suspicion ou à un cas avéré de maltraitance chez l'enfant. Récemment, la HAS, ou Haute Autorité de Santé, a demandé l'élaboration de recommandations sur le repérage et le signalement des maltraitances sexuelles intrafamiliales chez l'enfant. Celles-ci devraient être publiées en septembre prochain et apporteront certainement une aide précieuse pour la pratique professionnelle, même si elles ne s'intéressent qu'à une partie des maltraitances chez l'enfant. Néanmoins, le sujet appelle d'ores et déjà à la réflexion quant à l'attitude à adopter en cas de maltraitance. Constat ou soupçon, signalement ou secret professionnel, ingérence dans le cercle familial et erreur de diagnostic. Pour en discuter, je reçois Carole Bizouarne, magistrate, ancienne juge des enfants et désormais conseillère auprès de Dominique Versini, la défenseur des enfants, et Nicolas Gombaud, directeur général du sous-médical, groupe MACSF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Carole Bizouarne, pour prendre les choses dans l'ordre, que dit la loi quant au signalement d'une maltraitance chez l'enfant ? Alors, pour repréciser le cadre, le dispositif actuel résulte d'une loi du 5 mars 2007 qui réforme la protection de l'enfance et qui n'utilise plus le terme de maltraitance, qui justement a remplacé le terme de maltraitance par le terme de danger. Alors c'est pas juste une question de sémantique, c'est aussi une façon d'une part de coller avec les termes de la loi applicable aux juges des enfants qui parlaient déjà de danger, et d'autre part d'élargir le champ puisqu'on ne parle pas seulement de la maltraitance, qui est un acte physique, mais on parle aussi des négligences notamment, enfin de tout ce qui peut mettre un enfant en danger. Donc le terme de la loi est beaucoup plus large à présent. Donc ce nouveau dispositif dorénavant confie au président du Conseil général la responsabilité de la protection de l'enfance. Ça c'est nouveau puisque maintenant le responsable est clairement défini et impose aux conseils généraux de mettre en place des cellules de recueil des informations préoccupantes qu'on appelle les CRIP. Alors après, selon les départements, les noms changent, qui ont pour fonction de centraliser ce qu'on appelle l'information préoccupante, ce qu'on pouvait appeler auparavant le signalement, mais je pourrais vous expliquer la différence entre signalement et information préoccupante. Signalement et information, et en effet, c'est pas la même chose. On peut peut-être le dire tout de suite, la différence entre signalement et information. Alors, l'information. Alors, les cellules ont globalement une organisation, je le disais, qui varie d'un département à l'autre. Cela dit, tout ce qui est transmis à la cellule s'appelle information. Selon les départements, soit elle s'appelle d'emblée information préoccupante, soit c'est la cellule qui détermine si cette information est préoccupante ou pas. C'est l'amont. Le signalement, c'est l'aval. C'est-à-dire que le signalement, c'est ce qui sort de la cellule et qui est adressé au procureur de la République. Puisque dorénavant, la cellule sert d'intermédiaire entre la personne qui transmet l'information et l'autorité judiciaire. Et la loi impose de ne pas se taire, n'est-ce pas ? Alors, on est dans le pénal, alors, à ce moment-là... Oui, c'est plus complexe que ça. En fait, il y a deux champs à distinguer. Il y a le champ pénal, c'est-à-dire une infraction a été commise, où un professionnel pense qu'un enfant est victime d'une violence physique ou sexuelle, par exemple, mais ça peut être plus large que ça. Donc si ça relève du champ pénal, il y a l'obligation, mais comme pour tout citoyen, pas forcément les professionnels et pas forcément les professionnels de santé, il y a l'obligation pour tout citoyen de dénoncer une infraction, et c'est le procureur qui dira si cette infraction est effectivement constituée. Dans le champ de la protection de l'enfance, c'est autre chose. C'est la transmission des informations préoccupantes, qui ne sont pas forcément des violences faites à des enfants, qui peuvent être, par exemple, prenons les professionnels de santé, une infirmière scolaire qui trouve qu'un enfant est en mal-être psychologique, se préoccupe du devenir et de l'équilibre de cet enfant par rapport à des informations qu'elle a pu recueillir sur la cellule familiale. Oui, parce qu'on touche un point important, le danger, c'est pas seulement un danger physique, mais c'est aussi un danger psychologique, ce qu'on a peut-être tendance à oublier,
un manque d'amour ou un manque d'affection. Ça peut être un danger. Ça peut, et d'ailleurs ça a été rajouté expressément dans la loi par la loi du 5 mars 2007. Dorénavant, dans les critères d'intervention du juge des enfants, vous avez le danger pour le développement psychique de l'enfant. Alors il y a la loi et puis il y a la pratique, et parfois c'est pas toujours facile de faire concilier les deux, en tout cas d'appliquer. Et dans ce cas, l'hospitalisation semble être une démarche fréquente de protection de l'enfant et peut-être protection du professionnel de santé qui initie le signalement. Est-ce que c'est la seule démarche possible? La HAS dont je parlais tout à l'heure, dans ses recommandations, se pose la question justement. Alors non, c'est pas la seule démarche possible, ça c'est... Réaliste, je vais dire. Non plus. L'hospitalisation, ça doit se limiter à des cas où l'évaluation médicale, le diagnostic doit être posé rapidement et dans une structure qui permet l'ensemble des examens. Dans le cas où il faut extraire l'enfant de son milieu familial pour procéder à cette évaluation. Normalement, l'hospitalisation doit se limiter à ces cas-là, donc des cas strictement médicaux. La difficulté, c'est que souvent, l'hospitalisation, d'une part, est facilitante pour un certain nombre de choses, mais aussi perdure sur un temps supérieur à ce qui est nécessaire à l'hospitalisation au sens médical du terme, parce qu'il y a d'autres difficultés qui se greffent, les difficultés soit de l'autorité judiciaire à mettre en place les enquêtes nécessaires, notamment les délais d'enquête auprès des services de police ou de gendarmerie qui peuvent être longs, et parfois les dysfonctionnements des structures d'accueil par manque de place, difficulté à trouver une place sur un week-end, etc. Même s'il y a des permanences, il y a parfois des difficultés selon les âges des enfants et les difficultés constatées pour eux. Là, ça concerne les enfants jusqu'à... On parle, dans ce cas-là, des enfants et adolescents. Tout à fait. Jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. 0-18 ans. D'accord. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, la maltraitance, enfin, on ne dit plus maltraitance, mais ce danger correspond à un diagnostic médical, en quelque sorte. Pas forcément. Pas forcément, parce que si on est sur l'équilibre psychologique d'un enfant, on n'est pas dans le domaine médical, on est dans le domaine clinique, mais les psychologues ne sont pas des médecins. Donc, et puis, ça peut être de l'ordre de l'éducatif, des négligences éducatives, des carences éducatives de certains parents, des difficultés à prendre en charge au quotidien son enfant. Ce n'est pas forcément du domaine du médical. Ça peut être du domaine du médical, mais le danger ne se restreint pas à ce domaine-là. Ne se restreint pas à ce domaine. Et le professionnel de santé peut être amené à transmettre une information qui ne soit pas d'ordre médical, qu'il a reçue dans le cadre du secret professionnel, secret médical, mais qui concerne le fonctionnement de la cellule familiale, par exemple. Justement, on peut en parler un peu de ce secret professionnel qui est une base de la profession médicale. On va s'intéresser aux professions médicales. Et par rapport au signalement, comment on doit se placer? Comment un professionnel de santé se place? Il peut être pris entre ce dilemme, d'un côté le secret professionnel et d'un autre côté l'obligation de signalement. Alors, la loi de 2007, elle a cela d'intéressant pour les professionnels de santé et pour les autres, qu'elle cadre la question du partage d'informations. Concrètement, il y a deux domaines à avoir en tête. Il y a une obligation de transmettre au Conseil général, donc au fameux script dont j'ai parlé tout à l'heure, toute information préoccupante. On ne peut pas, d'un sens, c'est une obligation légale. On ne peut pas reprocher au professionnel quel qu'il soit d'avoir transmis une information. Ce n'est pas à lui de déterminer si cette information sera ensuite transmise à l'autorité judiciaire. Cet aspect-là, c'est de la responsabilité du Conseil général. Donc on ne peut pas le lui reprocher. Deuxième cadre, qui est également fixé par la loi et qui est nouveau, c'est de donner des procédures pour partager les informations entre professionnels soumis au secret. C'est-à-dire, par exemple, entre les professionnels de santé, les assistantes sociales, les professions judiciaires, etc. C'est-à-dire que maintenant, il y a... Décloisonner... Tout à fait. Il y a la possibilité d'échanger entre professionnels soumis au secret les informations qu'on détient, mais cette possibilité, elle est limitée. C'est-à-dire qu'elle se limite, d'une part, à ce qui est strictement nécessaire pour évaluer la situation de l'enfant et évaluer le type de mesures qu'on peut proposer pour le protéger. Concrètement, pour un médecin ou pour une infirmière ou tout autre professionnel de santé, il ne s'agit pas de dire de quelle pathologie, par exemple, va souffrir l'enfant ou le parent.
Mais par contre, de dire, ce parent souffre d'une pathologie sans forcément la nommer, qui est susceptible d'avoir des répercussions sur le quotidien de l'enfant, sur son équilibre. Ce patient est suivi régulièrement ou au contraire ne vient pas régulièrement en consultation, prend son traitement ou ne le prend pas, mais sans forcément avoir à dire il prend tel traitement, etc. Ça, c'est de l'ordre du médical. Ce qui est nécessaire par contre pour l'évaluation, c'est de savoir qu'on a un parent qui souffre d'une pathologie qui peut mettre en danger l'enfant, quelle qu'elle soit, et de voir un peu ce qui peut être mis en place, quel accompagnement, quel soutien on peut faire à ce parent pour que les choses rentrent dans l'ordre. Alors, quels sont les moyens mis en place actuellement pour justement décloisonner les secrets de chaque profession? Des réunions, c'est des Alors concrètement, c'est généralement des réunions de synthèse qui réunissent autour d'une table tous les professionnels concernés. Sous l'égide du Conseil général? Oui, tout à fait, puisque c'est le Conseil général qui est en charge de l'évaluation des situations. Donc qu'on soit avant même l'ouverture d'un dossier, ou qu'on soit, c'est-à-dire l'évaluation préalable, ou qu'on soit dans le cadre du suivi de ce dossier, puisque cette loi permet le partage d'informations, même si la situation est déjà connue, mais ça permet d'adapter la prise en charge à l'évolution de la situation. Donc ça crée un cadre finalement protecteur pour les professionnels, puisque maintenant, ils ont l'obligation de transmettre les informations pour ce qu'on appelait dans le temps le signalement, lorsqu'une situation est préoccupante. Et quand on en est au stade de l'évaluation, ils ont la possibilité de transmettre tout ce qui est strictement nécessaire pour évaluer la situation. Alors, on parle de danger avéré, mais il y a également les risques de danger. C'est peut-être dans ce cas que le sujet révèle toute sa complexité. Le professionnel de santé se retrouve confronté à ce dilemme. D'un côté, un signalement de quelque chose qui n'existe pas encore, et de l'autre côté, le risque d'être accusé d'ingérence dans une situation familiale souvent complexe. Y a-t-il des risques à signaler ou à ne pas signaler? C'est une question à laquelle va réfléchir le groupe de travail de la HAS. Nicolas Gombaud, je m'adresse à vous maintenant. On a vu en effet des condamnations de professionnels de santé ou d'établissements de santé pour dénonciation abusive. Dans le rapport 2009 d'ailleurs de la MACSF sous médicale, on peut noter une plainte pour immixtion dans les affaires de famille. Comment vous, assurance et partenaires des professionnels de santé, comprenez-vous ce problème? Est-ce une erreur médicale qu'on traite comme les autres erreurs médicales? Non, pas du tout. D'abord, je voudrais abonder évidemment dans votre sens. À l'évidence, ce problème de la maltraitance, des sévices sur enfants, c'est un problème absolument fondamental et toute mesure appropriée pour permettre de lutter contre ces agissements est bien sûr la bienvenue. On ne peut que souscrire à toute cette politique qui a été menée, elle doit être encouragée et à notre niveau, vis-à-vis des praticiens que nous assurons, évidemment, ce sont les messages que nous essayons de faire passer. Alors, ceci étant, dire que pour le médecin, pour le professionnel de santé, il n'existe aucun risque à signaler un sévice, une maltraitance, je pense que ça n'est pas tout à fait exact, parce que ce que la loi a prévu, c'est uniquement l'impossibilité de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du praticien qui va procéder justement à un signalement. Disciplinaire uniquement, c'est-à-dire notamment par le Conseil de l'Ordre, mais cela n'empêche absolument pas, d'une part, des plaintes pénales à l'encontre de l'auteur de la dénonciation des sévices, et ça n'empêche pas non plus des procédures civiles. Parce que si, bien entendu, ces agissements sont tout à fait répréhensibles et il faut lutter contre pour essayer de les prévenir, il existe aussi des dangers pour le professionnel de santé que de se livrer à un tel signalement de ces sévices. Alors, procédure pour dénonciation abusive, procédure civile pour faute. Bien entendu, lorsque l'on dénonce un sévice et que ce sévice n'est matériellement pas exact, il est à craindre que la famille qui a fait l'objet de ce signalement n'en soit pas véritablement satisfaite et qu'elle puisse le reprocher aux praticiens, aux professionnels de santé qui agissent en ce sens. D'où d'abord une première réponse qui est donnée par le Code de déontologie médicale qui recommande d'agir en la matière avec prudence et circonspection. Je crois que bien entendu c'est peser le pour et le contre. On a effectivement le secret professionnel d'un côté, on a d'autre part cette obligation de signalement et bien entendu lorsque le sévice est avéré ou même lorsque le praticien a un très fort doute, je pense qu'il est absolument fondamental, vous avez raison de le dire, de conseiller
le signalement du sévice. Mais première chose, on signale un sévice, on ne signale pas l'auteur des sévices. Et ça, je crois qu'il convient d'insister vis-à-vis des professionnels de santé qui, très souvent, n'appréhendent pas exactement l'obligation qui est la leur. Or, bien entendu, sauf à avoir été personnellement le témoin des sévices, mais c'est très rarement le cas, le sévice leur a été éventuellement rapporté. Ils en ont la suspicion compte tenu de l'état de santé de l'enfant, mais ils ne l'ont pas matériellement constaté, ils n'étaient pas présents au moment du sévice. Et dans ces conditions, l'important, je crois, pour le professionnel de santé, c'est de provoquer une enquête, justement, de nature à permettre d'éviter les sévices dans l'avenir. Éventuellement, vous l'avez dit aussi, une hospitalisation qui va permettre d'éviter la récidive dans l'immédiat et de permettre de restaurer l'état de santé de l'enfant. Donc, on signale un sévice, mais on ne signale jamais l'auteur, parce que l'auteur, on ne le connaît pas, même si l'enfant a pu donner des indications aux professionnels de santé sur l'auteur. Je pense que le professionnel de santé ne doit pas répercuter vis-à-vis de l'autorité administrative ou judiciaire auprès de laquelle le signalement est effectué les coordonnées de l'auteur, faute d'avoir personnellement pu le constater. Alors après, bien entendu, c'est vrai que dans les cas limites, et nous l'avons vu dans certains dossiers où des professionnels de santé étaient mis en cause au niveau de leur responsabilité pénale ou civile, parce qu'il leur était reproché par une famille d'avoir dénoncé des sévices à tort, la question peut se poser. Moi, je crois intimement qu'il vaut mieux dénoncer un sévice par erreur plutôt que par erreur de ne rien dénoncer du tout. Alors c'est un choix évidemment, mais je crois que c'est l'acte de porter assistance à personne en danger et notamment à enfants en danger qui postule à une telle solution. L'acte civique. C'est un acte civique qui, comme vous l'avez dit, ne concerne pas simplement le médecin, le professionnel de santé, mais tout l'entourage. Et du reste, dans les procédures pour non-dénonciation de sévices que nous avons connus, moi je m'étonne de voir que systématiquement ce sont les professionnels de santé mis en cause, ou bien plus volontiers que l'entourage, et que l'entourage lui-même n'est que finalement peu inquiété. Alors, c'est vrai que moi je conseillerais systématiquement, en cas de doute, avec toute la prudence et la circonspection nécessaires, comme du cas par cas, de toute façon on est toujours dans le cas par cas. C'est évidemment du cas par cas. Mais le conditionnel peut être utilisé. Quant à la réalité, quant à la matérialité du sévice qui peut être mis en doute. Mais à tout le moins, compte tenu de la gravité des faits et de leur importance qu'elle peut avoir sur l'état de l'enfant, mieux vaut, à mon sens, dénoncer ou porter cette information auprès des structures que vous avez citées plutôt que de ne pas le faire, parce que là, franchement, pour le coup, c'est vrai, une non-assistance pourrait être reprochée. Et dans certains cas, on l'a vu, ça n'était pas votre question, mais je tiens à le souligner, dans les cas les plus graves que nous avons eu à gérer, où des praticiens étaient poursuivis pour ne pas avoir signalé des sévices, et des sévices qui avaient occasionné le décès de l'enfant. Je tiens à souligner que dans ces cas, alors, bien entendu, les auteurs directs des sévices étaient poursuivis, et en général les parents ou les beaux-parents des enfants. Mais il faut préciser aussi que, compte tenu de la connexité du dossier, les praticiens poursuivis dans le cadre de ces homicides étaient eux-mêmes traduits non pas devant le tribunal correctionnel, qui est normalement compétent pour connaître de ces délits, mais devant la cour d'assises, compte tenu de la connexité entre le délit reproché et le crime reproché aux auteurs directs. Je peux vous dire que pour un médecin, passer devant une cour d'assises pour ne pas avoir précisément dénoncé ces sévices, c'est une épreuve absolument redoutable et terrible. Donc oui, je crois qu'il faut dénoncer, il faut signaler, il faut porter l'information avec toute la prudence et la circonspection nécessaires. Éventuellement, dans le doute, tout simplement faire part de ces doutes lorsque l'on a des doutes sur la matérialité des faits. Mais ce qui est sûr, c'est que le médecin ne peut pas rester, je pense, avec ses propres doutes à titre personnel. Reste que, bien entendu, l'information portée, qui est de nature à
à engendrer une enquête, parce que c'est évidemment l'objectif, elle va avoir des conséquences immédiates, et notamment lorsque la famille en sera informée, elle va avoir pour objet de mettre à néant la relation thérapeutique entre le praticien et ou la famille et l'enfant, parce que la relation de confiance est rompue. C'est pour ça, du reste, que le secret professionnel existe. Mais là, nous avons une dérogation formelle, qui justifie, encore une fois, de passer outre et d'agir. Il y a un point important, je vous donne la parole juste après, c'est la discussion entre les professionnels. Un professionnel ne peut pas garder l'information que pour lui. Il faut en parler justement et partager cette information au sein d'une équipe médicale ou avec d'autres professionnels. Carole Bizouarne, vous disiez... Je souhaitais réagir à deux niveaux pour compléter ce qui vient d'être dit. Alors très très rapidement. Première chose, je pense que ça serait intéressant, et peut-être l'avez-vous fait, de voir s'il y avait des jurisprudences récentes postérieures à la loi du 5 mars 2007, pour des faits non dénoncés après cette date, puisque c'est un nouveau cadre qui autorise le partage d'informations et qui donc protège d'une certaine façon. La deuxième chose, c'est de dire que quand un professionnel de santé se sent démuni et ne sait pas s'il doit transmettre l'information ou pas, il faut savoir que la plupart des cellules de recueil des informations préoccupantes ont soit en leur sein, soit en experts associés des médecins, avec lesquels ils pourraient échanger pour savoir s'il faut qu'ils transmettent ou pas et que doivent-ils transmettre ou pas. Ça permet qu'ils ne soient pas seuls face à la décision. Est-ce qu'il faut informer et comment est-ce qu'il faut informer? Comment et jusqu'à quel point, etc. Ouais. Le fait de pouvoir se tourner vers, par exemple, le médecin de la protection maternelle infantile qui va intervenir auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes, ça peut être une façon de déterminer ce qu'on va transmettre, sous quelle forme, comment, etc. C'est une aide, vous avez parfaitement raison de le souligner. Il n'en demeure pas moins, je crois quand même, que la responsabilité de signaler ou de ne pas signaler, de porter l'information ou non, elle est personnelle aux professionnels de santé. Et jamais vous ne verrez une cellule de cette nature mise en cause pour ne pas avoir signalé, tandis que le médecin, lui, le professionnel de santé qui a constaté la possibilité de ces sévices, lui, pourra l'être. Il y a déjà eu des cellules mises en cause et des responsables de cellules. Sur un plan pénal? Pas sur le plan pénal, sur un plan interne, administratif, sur etc. Un plan administratif. Sur le plan pénal, pas encore. Pénalement, la loi est récente. Oui, pénalement, je crois que la responsabilité demeure personnelle aux praticiens. Alors, un dernier point, outre des recommandations professionnelles, comme la HAS est en train d'élaborer, est-ce qu'il est souhaitable, selon vous, ou envisageable, de renforcer le dispositif légal actuel, permettant notamment de fixer un cadre spécifique pour le signalement des dangers par le professionnel de santé? Alors, à mon sens, le cadre légal me paraît relativement exhaustif. Il y aura peut-être des aménagements à faire, mais c'est encore trop tôt pour le dire, la loi est très récente. Celui institué par la loi de 2007. Tout à fait. Par contre, ce qui manque souvent aux professionnels, et notamment aux professionnels de santé, ce sont des référentiels, des outils pratiques pour savoir comment appliquer la loi et comment s'articuler avec les autres partenaires. Donc, à ce titre, je souhaitais signaler qu'il existe un groupe d'appui concernant cette réforme de la protection de l'enfance, un groupe d'appui qui est piloté par l'UNASEA, mais qui est constitué d'une trentaine de professionnels, ministères, associations, conseils généraux, défenseurs des enfants, Observatoire national de l'enfance en danger, et j'en oublie forcément. Donc, tous les professionnels intervenant dans le champ de la protection de l'enfance. Et ce groupe d'appui crée des fiches pratiques qu'il met en ligne sur Internet. Et prochainement, je pense dans le courant du mois de février, seront mises en ligne 3 fiches concernant le partage d'informations, dont une dédiée au secret médical, qui pourrait éventuellement intéresser, et même certainement... pour la pratique médicale. Intéresser les personnes qui vont regarder l'émission. Alors, le site sur lequel seront consultables ces fiches, enfin, elles sont déjà pour celles qui sont validées, mais pour celles concernant le partage, c'est à venir, c'est le www.reforme-enfance.fr. Voilà, et le site est accessible à tous. Ce lien sera mis à disposition sur le site santélogue.fr. Carole Bizouarne, Nicolas Gombaud, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission a été réalisée avec le soutien de la MACSF, l'assurance des professionnels des santé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer le dialogue avec d'autres invités et d'autres sujets.